22 heures de vol non-stop chez Airbus, le casse du siècle pour les ados selon Europol et un agent IA d'OpenAI qui s'évade de son bac à sable. Bienvenue dans les technos. Au menu aujourd'hui, 890 millions d'amendes pour Google à Bruxelles, un plan de reprise d'activité testé face aux missiles et une stagiaire arrêtée pour espionnage à l'OTAN. On parlera aussi de MCP en mode stateless pour les devs et un tout nouveau service bancaire d'Elon Musk, X-Money. Attachez vos ceintures, c'est parti. 523e épisode des Technos avec des chroniqueurs et une chroniqueuse, que voici, que voilou. Nouvelle venue dans l'équipe Les Technos comme Pierre il y a 2 semaines. Voici venir Annabelle. Bonjour Annabelle. Bonjour. Encore stressé, hein. C'est le début, voilà, ça va se décoincer, ça va à un moment donné, ça va aller, il faut pas s'inquiéter. De l'autre côté, on a Sébastien pour un vieux routier pour mettre tout ça en œuvre, c'est Papy. Bonjour. c'est Papy. Et avec cette fine équipe, on va parcourir l'actualité technologique telle que ces deux-ci l'ont comprise et vue durant ces 2 semaines passées. Donc, si vous voulez bien, on attaque tout de suite avec le premier sujet. Ah, comme Annabelle. Comme Airbus. Mais là, c'est pas Annabelle qui commence, manifestement. Je pense que c'est Sébastien, si je dis pas de bêtises, qui part sur ce sujet. Airbus qui bat un record du monde. 22 heures de vol. Faut quand même, faut se les farcir, quoi. Faut vouloir, hein. Faut avoir envie, quand même. C'est ça. Ouais. C'est ma conclusion, tu vois. On est déjà à la conclusion. Mais imaginez que tu pars en Australie depuis l'Europe. Oui. Sans escale. Tu décolles à Toulouse jeudi matin 7h33. Tu traverses le Moyen-Orient, l'océan Indien, le sud-est asiatique et tu te poses à Melbourne en Australie le vendredi matin. C'est 19 heures de vol, 17 000 km en un seul saut sans escale. C'est ce qui s'est passé cette semaine ou la semaine passée, 23-24 juillet 2025. Pour le premier vol à longue portée, il y avait déjà eu des vols d'essai, mais vol longue durée d'un nouvel Airbus qui s'appelle A350 1000 ULR pour Ultra Long Range. Ils ont peut-être des bons ingénieurs chez Airbus, mais côté non, oui, c'est ça. Ils doivent encore retravailler aussi. Encore du travail. Donc c'était un vol d'essai. Hein. Donc il est parti de Blagnac, là où il y a les usines d'assemblage d'Airbus à Toulouse, jusqu'à Melbourne en direct. Et puis quelques jours plus tard, il est revenu aussi, donc mais par l'autre côté. Oui. Et donc ils ont battu le record du monde de distance parcourue par un avion commercial, 23 076 km en 24 heures et 24 minutes de vol, en passant en faisant le tour du monde, en passant par le Pacifique, l'Amérique du Nord et l'Atlantique pour le retour. Il y a 3 millions de personnes qui ont suivi le vol aller en direct sur Flight Radar, comme vous savez, hein, cette application qui permet de voir tous les avions. Et le vol retour a encore fait mieux, 3,65 millions de suivis. C'est le 2e vol le plus suivi de l'histoire de Flight Radar. Alors là, tu vas me dire, Marc, oui, mais c'est quoi le vol le plus suivi? Oui, Flight Radar. Je me suis posé la question, évidemment. Et j'ai la réponse, ça tombe bien. C'est celui de la reine Elisabeth II, son dernier vol. C'est malheureux, je le dis avec le sourire, mais oui. Après son décès, elle a été rapatriée, son corps a été rapatrié par la Royal Air Force de l'Écosse, là où elle était morte, jusqu'à Londres. Et il y avait 5 millions de personnes qui ont suivi le Boeing C-17 de la Royal Air Force. C'était en septembre 2022. Donc ici, on parle tech, je parle pas informatique pour une fois, mais on est à l'intersection de l'aéronautique, de l'ingénierie, des matériaux composites, parce que cet avion est vraiment nouveau, révolutionnaire, et c'est pensé comme un produit tech. Donc l'autonomie visée, et en tout cas c'est comme ça qu'ils vont le vendre, c'est 9700 miles nautiques, c'est 18 000 kilomètres. Petit bébé de 319 tonnes. Et la nouveauté, c'est qu'il y a 16 tonnes en plus. Et il y a un second réservoir de kérosène à l'arrière de l'avion, 20 000 litres en plus. C'est des moteurs Rolls-Royce Trent, les plus puissants qui existent sur le marché. 53% de la structure est en fibre de carbone. Tout le fuselage, les ailes, extrêmement léger, parce que comme ils ajoutent 16 tonnes de carburant, il faut faire la chasse au kilo et au gramme superflu. J'en reparlerai avec les sièges notamment. Il y a que 238 sièges, alors que c'est un avion assez long. Pour comparaison, il y en a 350 à 400 sur un A350
350 000 standards. Ça veut dire que les compagnies vont avoir moins de passagers. Ça veut dire aussi qu'ils vont faire payer plus cher. Et ils volent à 12 000 pieds et durée de vol commercial prévue jusque 22 heures. On pourra faire Londres-Sydney. C'est pour ça, c'est quand même bien qu'il y ait moins de passagers, parce que comme ça, il y a moins de possibilités de s'engueuler avec son voisin. Oui, puis un peu plus de place surtout pour les jambes. Pour les jambes et pour marcher un peu. Donc 162 sièges seulement, cabine allégée, les moteurs j'en ai parlé, le composite j'en ai parlé. Le projet s'appelle chez Airbus depuis pas mal d'années, ça s'appelle toujours le projet Sunrise, qui fait référence à la Seconde Guerre mondiale où les pilotes de Qantas, la compagnie d'Australie, ils faisaient Australie-Sri Lanka. Donc Sri Lanka, c'est une île, à l'époque ça s'appelait Ceylan, je crois, et c'est au sud de l'Inde, hein, donc c'est quand même assez loin de l'Australie. Et ils faisaient ça avec des hydravions sur des vols tellement longs qu'ils voyaient 2 fois le lever du soleil pendant le trajet, d'où le nom Sunrise. Donc Qantas lance officiellement un défi aux constructeurs et un appel d'offres en disant en 2017, donc il y a 10 ans, ça y est, allez-y, construisez-nous un avion capable de relier Sydney à l'Europe ou à New York sans escale. Et c'est Airbus qui a remporté la commande avec 12 avions commandés en 2022. Et là, c'est le premier de la série. Et il s'appellera Vega une fois qu'il sera remis à la compagnie aérienne. C'est celui qui a volé là la semaine passée. Et Vega, c'est la 5e étoile la plus bruyante du ciel. Tout ça est très bien documenté. J'ai fait des recherches, tu peux pas savoir. Je souligne, effectivement. Non, parce que d'abord j'étais un peu frustré parce que la presse généraliste n'en a pas trop parlé. Ils sont occupés avec d'autres actualités pour le moment. Mais c'est ce que j'allais techniquement, ça reste quand même un truc assez balèze. Hein, le réservoir supplémentaire fait combien de litres ? 20 000 litres, 16 tonnes. 20 000 litres, parce que ça ferait un super bombardier d'eau. c'est pour le coup, c'est vrai, plutôt que de chipoter, moi, j'irais par là. Pour faire la démonstration, ce serait juste parfait. Évidemment, pas balancer du kérosène, ce serait pas très productif. Et pas très intelligent non plus, d'ailleurs. Non, sur les feux, ça va pas. Sur le feu, ça va pas. Il y a une expression qui n'est pas jeter de l'huile sur le feu. Non, oui, c'est ça, là, ce serait du kérosène, c'est juste pas une très très bonne idée. Annabelle, donc, Qantas, pardon. J'ai pas fini. Qantas en a commandé 12. Ils vont faire Sydney-Londres, ils vont faire Sydney-New York. Singapour Airlines en a commandé aussi. Ils veulent faire Singapour-New York. Ça sera 19 heures de vol de 9500 miles. Et justement, puisque tu parles des routes et de la distance, il y a 2 challenges. Il y a le challenge du confort des passagers, tu l'as évoqué, mais avec moins de sièges, ça fait un peu plus de place. Il parle aussi de 41% Qantas de cabines en classe supérieure, donc First Business et Premium Eco. En clair, c'est pas pour monsieur tout le monde. Hein. On revient un peu à l'âge, monsieur et madame tout le monde, on revient un peu à l'âge du Concorde où seulement une élite vont pouvoir voyager dans ces avions. Il parle d'un éclairage circadien, donc des lumières qui vont essayer de simuler le cycle jour-nuit pour réduire le jet lag. Il parle de Wi-Fi haut débit gratuit. Merci Elon, je suppose, parce qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de fournisseurs qui sont capables de faire du Wi-Fi haut débit. Et puis, évidemment, il y a l'aspect écologique. Est-ce que vraiment on veut brûler 20 000 litres, et encore 20 000 litres, c'est le 2e réservoir de kérosène pour aller à New York en une seule fois. Ouais, j'ai lu un article là-dessus. Moi aussi, j'ai fait mes devoirs. Et, l'idée, c'est quand même aussi de faire justement des économies de kérosène parce qu'un atterrissage et un décollage, ça brûle beaucoup de kérosène. Et donc, là aussi, il y a une économie qui se fait sur les escales. En absence d'escale, bien, l'avion consomme moins. Donc, c'est un peu ça l'objectif aussi. Et de par sa conception, il consomme aussi 25% de moins qu'un Boeing 777, 777, parce que il est plus léger, le poids par passager est plus léger, la consommation par passager est plus léger. Donc dans l'absolu, il consomme pas moins, mais en rapport à la distance et en passager, il consomme moins. Mais est-ce qu'on veut aussi passer 22 heures dans un avion d'un coup ? Est-ce que ça vaut pas la peine de se détendre un peu les jambes? C'est justement la question que je voulais poser à Annabelle. Annabelle, est-ce que tu passerais autant de temps dans un avion sans piquer une crise à un moment donné ou sans vouloir aller faire, je sais pas, un jogging ou... Ouvrez la fenêtre. C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses, Annabelle? Non, pas là, t'es pas cliente. Alors, je suis pas cliente parce que déjà un vol de 4 heures, j'en ai marre. Donc déjà, c'est problématique. Je m'ennuie très vite. On part de loin.
Voilà, donc on part de très loin, mais par contre, effectivement, il faut reconnaître la prouesse technique, et là je rejoins Sébastien, j'ai été assez étonnée qu'on n'en parle pas du tout dans la presse, parce que c'est quand même un gros truc, il y a une prouesse technologique d'innovation là derrière, et voilà, je l'ai su par mon mari, par un site plus technologie, mais en fait la presse a pas du tout couvert ça, et je trouve ça dommage, parce que c'est quand même une prouesse qui va pouvoir aider aussi bien le vol commercial, mais aussi tout ce qui est plutôt merchandising et commerce en fait. Alors, la presse, souvent, elle est conduite par les agences, hein, et donc et les agences, pour l'instant, elles sont un peu focus sur d'autres terrains, si je puis dire. Et en période estivale, les effectifs étant ce qu'ils sont, ça réduit aussi les possibilités. C'est pas la meilleure période pour lancer un projet ou communiquer sur un nouveau projet actuellement, j'ai l'impression. Et donc, et en l'occurrence là, c'est vrai que on parle d'avion, dès qu'on parle de consommation de kérosène, comme on le faisait nous-mêmes, etc. C'est un peu, il y a une connotation pour l'instant. Les gens n'ont peut-être pas trop envie d'en entendre parler finalement. Et puis c'est pas le lancement commercial non plus. Hein. C'était un vol d'essai. Voilà. Il y avait 9 personnes à bord. Il y avait 5 tonnes de matériel pour mesurer. Je sais pas tout ce qu'ils doivent mesurer, mais des tas de choses probablement pendant la durée du vol. Donc c'est pas encore le grand coup marketing que Airbus va faire ou que Qantas va faire au lancement de la ligne, à l'ouverture de la ligne. Les gens qui doivent le savoir l'ont su, et qu'on n'est peut-être pas totalement dans la cible. Il faut le voir comme ça aussi. Tu veux pas casser ton plan d'épargne? Non. On en a fini avec ce sujet, on passe au suivant. Comme Europol, et on va attaquer un sujet qu'on n'aurait peut-être pas attaqué si Annabelle ne nous avait pas rejoint. On va parler des ados et du web. Qu'est-ce que vos ados consomment sur le web? C'est la question qu'on peut se poser, si on a des ados évidemment, mais pas uniquement, simplement si on s'intéresse au sujet. Annabelle, de quoi s'agit-il et que va proposer Europol à ce sujet? Exactement. Donc en fait, moi, je voulais démarrer avec une question vraiment, qu'est-ce que les ados consomment, mais même, en fait, nous-mêmes, qu'est-ce qu'on consomme sur Internet, qu'est-ce qu'on voit? Parce que ces derniers temps, on parle beaucoup d'influenceurs qui sont soit masculinistes, des mouvements trade-wife, qui sont très présents sur TikTok, les réseaux sociaux. Et en fait, ces pseudo-influenceurs, je vais dire, s'adressent principalement, en fait, aux adolescents, aux jeunes adultes, mais à nous aussi, et propose une vision différente du monde qui est souvent très conservatrice. Alors attention, je pars pas dans un enjeu et un débat politique, pas du tout. C'est plutôt qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène en fait qui est assez inquiétant sur les réseaux sociaux et sur Internet, qui est accessible à tous, qui est pas du tout sur le dark web, donc par une simple recherche en fait, et par Twitter, par Facebook, par Discord, en fait, on peut atteindre des communautés qui sont très radicales. Et en fait, tout ça, c'est à quelques clics de nos enfants, et on s'en rend pas spécialement compte. Et même nous-mêmes, on peut tomber là-dessus. Moi, le nombre de fois où je suis sur Instagram, je regarde des petites vidéos comme ça, et je me retrouve sur des contenus un peu borderline, en fait. Et il faut savoir que derrière ces groupes-là, il y a souvent des serveurs Discord ou des communautés de jeux vidéo, des comptes de réseaux sociaux qui sont un peu informels, ils partagent des informations et ils ont une vision très nihiliste, voire même violente du monde. Et c'est un réel danger. Parce que leur objectif, c'est pas uniquement de diffuser des idées radicales ou de la désinformation, c'est qu'en fait, c'est de manipuler les audiences, les jeunes et les adolescents. Et ils font pas ça de manière anodine, en fait. Par des discussions, des invitations à rejoindre des groupes, par l'appartenance à une communauté, enfin, en faisant croire qu'on appartient à une communauté, ils créent un lien de confiance avec des visiteurs. Et c'est là qu'en fait, il y a réellement un piège qui se ferme et on a très peu conscience de ça. Et je suis sûre, c'est un sujet qu'il faut absolument parler avec ses enfants, avec des jeunes adultes, parce qu'ils n'ont pas les moyens, en fait, de se rendre compte que c'est problématique, que ce n'est pas normal et qu'il y a des dangers sur Internet. Et c'est là que vient, en fait, la manipulation et les comportements extrêmes. Donc, je vais pas m'étaler dans les détails, mais en fait, ça peut aller jusqu'à des actes extrêmement violents dans la manipulation, des actes graves, du harcèlement, de l'extorsion, voire même du chantage et des menaces. Et donc, c'est une cible très vulnérable, les adolescents et les jeunes adultes, parce qu'ils sont en train de se chercher, ils sont en train un peu la révolution du monde. Souvenez-vous, quand on était ado, le monde n'est pas fait pour nous, on est contre le monde. Ils se retrouvent là-dedans, ils sont très vulnérables parce qu'ils captent n'importe quoi comme message. Et comme ces réseaux d'influence radicale sont présents sur les réseaux sociaux des jeunes, donc je le disais, TikTok, Snapchat, Discord,
ils sont manipulés et du coup, c'est en ça que ça les rend dangereux. Pardon, j'avais perdu le fil. Oui, et donc qu'est-ce qu'Europol intervient là-dedans? Oui, c'est ça. Voilà, ouais. En fait, Europol a lancé une vaste opération avec plusieurs pays européens. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait, la Belgique y a participé, le Luxembourg. Alors, pour la petite anecdote, je suis belge et je suis résidente au Luxembourg. Donc, c'est pour ça que mes 2 pays y participent. Mais aussi la Finlande, la Hongrie, l'Irlande, les Pays-Bas, l'Espagne et la Suède, en fait, pour contrer ces réseaux-là. Et il y a eu une grande recherche qui s'est faite entre juin et juillet de cette année, en fait, pour contrer un réseau qui s'appelle Decom, qui est un ensemble de communautés en ligne qui, en fait, est accusé de recruter, manipuler et exploiter les adolescents à travers l'Europe, mais aussi d'un point de vue mondial. Et les enquêteurs ont pu découvrir en fait un aperçu qui est vraiment inquiétant de ce qui se fait derrière les écrans. Donc on parle de harcèlement, mais aussi de vidéos, de photos, de contenu explicite, de contenu violent de ces adolescents-là. Et je ne vais pas vous faire de dessin. Qu'est-ce qui se passe quand un adolescent fait un contenu violent? Après, les harceleurs sont là pour dire si tu ne continues pas à faire ça, je vais le dire à tes parents, je vais le dire à la police, tu me dois de l'argent, et on rentre dans une spirale d'harcèlement, clairement. Et en fait, Europol a réussi à détecter plus de 4340 URL de contenu, donc de vidéos violentes, de contenu mutilation, de harcèlement et bien d'autres choses qui étaient liées au réseau Decom. Ils ont pu les arrêter ces URL-là, et ils ont pu se rendre compte qu'en fait, ça existe réellement, il y a vraiment quelque chose, et que ce n'est qu'une infime partie de tout ce qui existe et de tout ce qui est accessible, en fait, par ces réseaux-là sur Internet. Donc, ce projet, en fait, fait partie donc, Europol coordonne ce projet depuis 2025 dans un projet qui s'appelle Compass et qui rassemble 30 pays de l'Union européenne. Et donc, depuis que Compass existe, il y a déjà eu 30 arrestations, 179 suspects identifiés et 62 victimes recensées. Ils ont pu mettre des victimes en sécurité et les sortir de ce giron-là des harceleurs. Ce qui est particulier dans cette affaire, c'est que c'est pas dans le dark web. C'est vraiment à c'est au vu au sud de tout le monde sur les réseaux sociaux. C'est impressionnant. Hein. Enfin, on savait, on a déjà parlé maintes et maintes fois de ça chez les technos, d'éducation aux médias, hein, parce qu'il s'agit de ça aussi. C'est la prise de confiance que peut avoir un ado par rapport à ce qu'il voit sur Internet. Et voilà, c'est pas contrôlé, quoi. C'est assez impressionnant de la vitesse à laquelle ça peut agir aussi. Et on en parle des fois dans des situations cocasses, mais aussi surtout dans des situations beaucoup plus graves, des cas de suicide, de mutilation, comme tu l'as expliqué, etc. C'est un problème d'une complexité rare, et on ne peut pas couper Internet. Voilà, ce serait contre-productif de toute façon, et par contre, il faut faire de l'éducation, quoi. Je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien. Exactement. À t'écouter parler, Annabelle, je me demandais qui est derrière ça et pourquoi. Est-ce que c'est une question rhétorique, hein, c'est pas nécessairement pour toi, mais est-ce que ce sont des individus ou des groupes d'individus isolés qui essayent de se faire mousser en acquérant de l'audience et en essayant de propager leurs idées et leur manière de choses? Est-ce qu'il y a des groupes plus structurés, politiques, alors pas nécessairement des partis politiques, hein, mais je sais pas, comme il y avait des groupes d'anarchistes avant, est-ce que ce sont des groupes plus structurés? Est-ce qu'il y a des États derrière, qu'il y a des vues à long terme de déstabilisation, d'infiltration venant d'autres États? Ça serait pas étonnant non plus. Et pourquoi? Si on répond à la question qui, on saura aussi pourquoi. Est-ce que ce sont des volontés individuelles ou étatiques? Voilà, c'est à ça que j'étais en train de réfléchir. J'ai pas la réponse. Si quelqu'un l'a, oui, effectivement, vous posez la question, vous posez des liens. Ouais. Pour le réseau de Decom, vraiment, eux, leur target, ce sont les adolescents, les influencer, faire de l'extorsion, de sextorsion même. Et en fait, il y a un effet de pyramide. Plus on fait de vidéos, plus on monte dans l'échelon du groupement de personnes et on devient potentiellement puissant. Et donc, ils travaillent là-dessus. Et quand on est à la fin, le plus haut possible, voilà, les manipulateurs tentent de gagner de l'argent là-dessus.
Ouais, c'est pyramidal et c'est à des fins purement, c'est pour gagner de la thune et pour mercantile. C'est purement mercantile, quoi. Mais le même genre de mécanisme pourrait effectivement, Sébastien, agir dans d'autres cas de manipulation politique à l'approche d'élections, par exemple. On sait que les jeunes électeurs, ceux qui, par exemple, vont voter pour la première fois au présidentiel en France l'année prochaine, ce sont des cibles toutes désignées pour agir sur des différents leviers, et donc c'est des cibles fragiles, et on le sait, et donc il faudra être évidemment vigilant. Merci en tout cas, Annabelle, pour ce tout premier sujet. C'était le tout premier sujet chez nous, chez les technos, de toute ta vie de l'univers. C'était, voilà. Oui, je voulais faire une sensibilisation, parce que je pense que, comme tu le dis, il y a très très peu de sensibilisation aux étudiants, aux jeunes, à ce que c'est vraiment Internet. Ils sont consommateurs, d'autant plus avec l'IA. Il y a une énorme consommation sans savoir l'utiliser. Ouais. Et je pense que c'est un des grands fléaux qu'on a dernièrement avec les nouvelles technologies. Et il y a d'ailleurs en Belgique, on a Vincent Flibustier qui fait beaucoup d'interventions dans les écoles, justement pour tout ce qui est fake news. C'est important aussi de le signaler et d'aller vraiment, comme je le disais, c'est de l'éducation, donc c'est aussi passer par là, mais des adultes se font prendre aussi. Et donc, c'est pas juste haro sur les enfants ou les ados, etc. Non, c'est vrai pour tout le monde. Donc, on n'est pas né, surtout moi, avec ces notions-là et cette façon de penser, d'être vigilant et de critique par rapport à tout ce qu'on voit sur Internet. On n'est pas câblé comme ça normalement, quoi. Tu voulais rajouter un truc, Sébastien, avant qu'on passe à la suite. Suivez-le sur les réseaux sociaux, Vincent Flibustier. Je le connais pas personnellement, je n'ai absolument aucun lien avec lui, on s'est jamais parlé, mais il est facile à trouver sur Facebook et sur Twitter. Ses posts sont pleins de sens, pleins de bon sens, et bourré d'anecdotes aussi amusantes, ça fait sourire, ça fait rire, ça fait réfléchir. Il est très productif en plus, donc il poste souvent. Vincent Flibustier. Fuite. F comme fuite, Sébastien. De quelle fuite, quel genre de fuite parlons-nous? Des agents IA qui s'évadent, qui se font la malle, qui se cassent. Alors là, je reprends un sujet dont tout le monde a parlé, même la presse généraliste et tout, parce que évidemment, c'était un beau titre accrocheur. J'avais envie de revenir sur l'aspect technique de ce qui s'est passé, et de sortir de la headline d'une radio généraliste et rentrer un peu plus dedans. Et il me fallait un truc qui commençait par la lettre F, donc c'est une IA qui m'a suggéré fuite. C'était E ou F, donc j'avais échappé ou F comme fuite. Mais je voulais le mettre à hack plutôt, avec un hatch, mais ça ne collait pas dans le... Alors, on dirait le pitch d'un film, et vous l'avez peut-être entendu si vous avez écouté la radio, regardé la télé cette semaine. Une intelligence artificielle enfermée dans un labo arrive à s'échapper, à accéder à Internet et lance une cyberattaque autonome contre une autre entreprise. C'est pas un pitch d'un film, c'est vraiment arrivé. C'est là maintenant, c'était cette semaine, la semaine passée. Donc ce sont des modèles d'OpenAI qui étaient testés justement sur leur capacité offensive en cybersécurité, donc leur capacité d'attaque. Et ils ont trouvé des failles pour s'évader de l'environnement de test dans lequel ils étaient, accéder à Internet et tricher, je vais vous expliquer ça, pour passer leur examen, comme aurait fait n'importe quel étudiant de master. Donc on est dans les labs d'OpenAI. Ils ont au moins 2, on soupçonne 3, ça dépend des articles qu'on lit. Nouveau modèle, donc le fameux GPT 5.6 Sol, qui est, je mets avec des gros guillemets, le plus avancé d'OpenAI, parce que dans 2 semaines ça sera un autre, etc. Et donc ils testent ces modèles, ils les mettent dans ce qu'on appelle une sandbox. En gros, c'est une machine qui n'a pas accès à Internet ou qui a un accès extrêmement limité, qui est verrouillé, et ils leur demandent de résoudre un challenge. Et en matière de cybersécurité offensive pour les agents d'IA, le challenge à la mode pour le moment, ça s'appelle Exploit Gym. Gym comme la gym. En gros, Exploit Gym, c'est un environnement Linux, justement dans lequel il tournait, où il y a un Linux standard, il y a aussi un engin V8, donc les engins de JavaScript qui font tourner vos applications web dans Chrome, etc. Et 2-3 autres choses comme ça. Et on évalue la capacité des agents à trouver des failles de sécurité dans cet environnement-là. Et là, le truc, il n'avait pas accès à Internet. Et on lui a demandé de résoudre ce problème-là. Et
plutôt que de s'attaquer aux exploits et à chercher des exploits dans ExploitGym comme l'ont fait les autres modèles, ils ont pris, et je dis ils parce qu'ils sont plusieurs modèles, ils ont pris une démarche latérale qui est assez étonnante. Ils ont identifié qu'il y avait quand même un moyen de sortir par Internet. Ils avaient un proxy qui permet de télécharger des packages JavaScript, Python, télécharger du code, parce que pour qu'un modèle puisse travailler, il faut qu'il puisse écrire un peu de code, l'exécuter. Pour tourner du code, il faut des dépendances, il faut aller chercher des librairies, etc. Et ils ont exploité une faille sur le serveur de package, sur le proxy de package, une faille non documentée, pour le bypasser et avoir un accès complet à Internet. Première originalité. Le serveur de package, c'est JFrog, si vous posez la question, c'est un truc super populaire et la faille a été patchée évidemment depuis que tout ça a été publié. Une fois que le modèle ou les modèles avaient accès à Internet, plutôt que d'essayer toujours de chercher à répondre à la question de leur examen, qui était de craquer ExploitGym, ils se sont dit où est-ce qu'on trouverait des réponses pour ExploitGym. Je personnalise peut-être un peu la scène, mais c'est comme ça que je me l'imagine. Ils se sont dit, il y a des modèles, il y a des benchmarks, il y a des résultats qui ont été publiés sur Hugging Face. Allons voir sur Hugging Face. Et donc, ils ont essayé de rentrer sur Hugging Face, ils y sont pas arrivés. Et donc, ils ont lancé une attaque contre les serveurs de Hugging Face pour accéder à des données qui n'étaient pas publiées. Une attaque assez sophistiquée parce que faut savoir que Hugging Face c'est une plateforme d'échange de modèles et de jeux de données. Et quand on leur soumet un jeu de données, ils ont des processus qui se déclenchent pour vérifier, cataloguer les jeux de données, etc. Et ils ont uploadé des jeux de données vérolés qui causaient des failles dans le système de vérification de Hugging Face pour leur permettre d'accéder à la machine sur laquelle tourne ce système de vérification. Et à partir de là, ils ont fait des attaques latérales sur d'autres machines, d'autres clusters. Ils ont réussi à trouver des credentials, donc des username passwords, pour se connecter à d'autres systèmes dans le système informatique de Hugging Face, pour aller voler finalement les informations dont ils avaient besoin pour répondre à leurs tests. Comment ça s'est été détecté ? Ça a été détecté par Hugging Face, qui a évidemment des systèmes de protection, d'anti-pénétration, etc., qui utilisent aussi des agents IA et des modèles pour détecter des patterns. Et là, leur modèle leur a dit, il y a un truc qui est en train de se passer, il y a une attaque qui est absolument pas normale, qui est pas le type d'attaque qu'on voit d'habitude, parce que le truc avait lancé des milliers de process en parallèle pour attaquer par différents angles, pour tester en même temps. Et donc, c'est une attaque que les agents d'IA de Hugging Face n'avaient jamais vue. Ils ont lancé des alertes et c'est comme ça qu'on a pu suivre ce qui s'était passé. Hugging Face a publié un blog post en disant un modèle nous a attaqué, voici ce qui s'est passé. Il a fallu quelques jours avant qu'OpenAI se rende compte, j'imagine là aussi le mec chez OpenAI, oh mais tiens, moi j'avais un test en cours là, sur cette machine-là, c'est peut-être ça. Et donc ils se sont rendus compte que c'était leur modèle, ils se sont mis ensemble, ils ont publié des post-mortem extrêmement détaillés, donc on sait très bien maintenant ce qui s'est passé côté OpenAI, côté Hugging Face, les correctifs ont été mis en place, Hugging Face a encore publié un blog aujourd'hui avec toute une série de mesures d'audit qu'ils prennent pour éviter ce genre d'attaque, parce que le risque n'est plus l'attaquant humain ou étatique comme il y a un an. Maintenant, ce sont ce genre de modèles qui sont disponibles ou qui vont l'être disponibles très bientôt, contre lequel il faudra se défendre, quoi. Donc on change de niveau. Deux petites une anecdote et une conclusion. L'anecdote, c'est que pour se défendre, Hugging Face a voulu utiliser les modèles Claude pour analyser les techniques d'attaque qu'il subissait. Et Claude leur a dit, ah non, désolé, ça c'est de la cybersécurité, je peux pas y toucher. Et c'est les gardrails de protection de Claude qui ont très bien fonctionné. Et l'ironie de la chose, c'est qu'ils ont dû utiliser les modèles GLM 5.2, donc des modèles open weight, open source chinois de la société Z.ai, pour pouvoir les aider dans leur défense. Et la conclusion, c'est, je vous avais dit, on en a beaucoup parlé en fin d'année passée, que 2026 serait l'année agentique. L'année passée, on chattait avec les modèles. Cette année, les modèles agissent. Eh bien, on voit qu'ils sont capables d'agir et de façon très créative, je vais pas dire imaginative, mais très créative. On leur donne un objectif, et moi je vois ça avec Claude Code quand je suis en train de coder en journée. On leur donne un objectif et ils ne s'en tiennent pas au runbook, à la recette de cuisine traditionnelle pour atteindre cet objectif-là. Si jamais ça marche pas, ils vont commencer à faire des mouvements auxquels on s'attendait pas. Encore une chose, j'écoutais un podcast qui parlait de comment l'IA a influencé le jeu aux échecs. On parlait de grands maîtres d'échecs. Et le mec disait exactement la même chose que ce que je suis en train de dire. Il joue d'une manière différente des humains et il développe des stratégies auxquelles, c'est pas qu'on n'aurait pas pensé, mais qu'on n'aurait pas nécessairement
impliqué, qu'on n'aurait pas fait, comme sacrifier plus de pièces qu'un humain ne le ferait. Mais au final, c'est payant, ils arrivent à gagner. Aujourd'hui, les IA gagnent de loin sur les grands champions d'échecs. Cette histoire, ça me fait penser à un scénario de mauvais film ou de bon film. Le bon film, ce serait Terminator. Le mauvais film, j'ai pas le titre en tête, mais je pense que c'était porté au cinéma. Vous voyez le savant fou qui fait de la recherche sur des animaux, et puis il a laissé la porte du grand singe ouverte un soir, et le grand singe s'en est allé je sais pas, porter des maladies, etc. dans la société. On en est là, un peu là, quoi. C'est risible à un certain degré, mais ça peut faire peur aussi. Alors, si je raccorde au sujet d'Annabelle là tout à l'heure, où il faut expliquer aux jeunes attention, ça c'est pas bien, etc., et que les intelligences artificielles bientôt vont publier leurs propres posts sur TikTok et faire exactement ce qu'ils ont envie de faire, pour quelles raisons, ça c'est encore un autre problème. Je sais pas ce que tu en penses, Annabelle, de cette problématique-là et de ces problématiques liées à l'intelligence artificielle. Mais moi, ce qui me fait rire dans ce sujet-là, c'est que on innove tellement dans l'intelligence artificielle. Et voilà, je suis d'accord avec toi, ça fait un peu peur parce qu'on ouvre les portes de beaucoup de choses. Et à côté de ça, hier, je devais faire une formation obligatoire sur l'IA où on m'expliquait comment prompter. Donc, dans le monde employeur, on n'est pas du tout au même niveau par rapport à l'innovation. Et il y a vraiment 2 poids 2 mesures, quoi. C'est ça. C'est impressionnant. C'est impressionnant, et on sent aussi que les gens ne sont pas prêts, personne n'est prêt, en fait, quelque part. Même quand on lit les articles, alors il faut les dans la presse spécialisée, ce qui est un peu ce qu'on fait chez les technos, pas que, mais on fait aussi ça, et surtout Sébastien, mais on a régulièrement des articles qui nous disent « Ah, bien, OpenAI a découvert que son intelligence artificielle faisait ceci au lieu de cela, et personne ne l'avait anticipé, personne n'y avait pensé. » Je dis OpenAI, mais ça pourrait être aussi Claude ou autre, peu importe. Et donc cette espèce de non-contrôle de cette espèce de monstre qui pourrait être super utile et qui l'est certainement dans plein de sujets, autres que de demander si quand on a bobo c'est mieux de prendre une aspirine ou autre chose, ou de s'en servir pour faire des couillonnades. Je suis certain qu'il y a moyen de se servir, et ce sont des super outils pour faire un tas de trucs utiles à l'humanité, mais là, où est-ce que c'est utile à l'humanité ? C'est la question que je me pose à chaque fois, à part consommer de l'énergie. Et aussi, jusqu'où on s'arrêtera ? Et jusqu'où ça finira. Oui, donc et je pense qu'on le dit depuis longtemps, on en est toujours, Sébastien, dis-moi si je me trompe, au début. Au tout début. Oui. Au tout début. Vous n'avez pas idée. Enfin, moi, j'ai pas idée non plus d'ailleurs, mais ça ne fait que commencer. Il y avait une question amusante. Est-ce que vous pensez que ce modèle a réussi le test de cybersécurité sur lequel on l'a mis ? Il a triché, d'accord. Enfin, bref, tout ça, on essaye d'en parler chez les technos de manière plutôt ludique et agréable, mais de temps en temps, on est obligé aussi de mettre ce genre d'incident, parce que c'est vrai que ça a fait l'actualité de cette semaine, d'en parler également, avec là, en l'occurrence, les mots de Sébastien, toujours très didactique, et ça, c'est aussi très plaisant. Merci pour ça, Sébastien. La lettre G comme Google et les amendes. Tiens, encore une amende pour Google. Cette fois, c'est 890 patates. Pourquoi cette amende et vont-ils payer ? C'est la question que je me pose à chaque fois. Oui, moi aussi, je me demande chaque fois, payer, ça ils le font, mais est-ce que ça va vraiment les arrêter ? Oui, on n'a jamais les suites. Quand il y a des amendes comme ça, après, on n'a jamais les suites. C'est ça qui est un peu embêtant. Ce serait chouette qu'un jour, quelqu'un écrive un article en disant « Dites, Google, ils étaient à l'amende l'année passée, ils ont réglé, ils ont envoyé le chèque, ça va, on l'a touché, on a fait ceci ou cela avec. » Voilà, ça serait intéressant de savoir ce qu'on fait avec ce pognon. Mais bref. Je prends bonne note d'un futur sujet. Non, mais... c'était la semaine passée, en fait, l'Union européenne encore infligé une amende à Google de 890 millions d'euros. Donc, en fait,
voilà, comme tu le dis, c'est historique. Google a tout le temps des amendes de l'Union européenne, mais cette fois-ci, pourquoi ? Bon, il faut déjà savoir qu'historiquement, l'Union européenne, dont Bruxelles, reproche à Google en fait son monopole, parce qu'ils utilisent aussi bien la recherche, Android, tout ce qui est publicité en ligne, et en fait, l'Union européenne, elle aime pas ce monopole-là. Et c'est pour ça qu'il y a à chaque fois des amendes qui sont mises en place. Parce qu'aujourd'hui, Google, c'est plus qu'un moteur de recherche. C'est aussi bien Google Shopping, hôtel, flight, des résultats sportifs, des outils de réservation, Maps. Il y a quoi encore ? Le calendrier, l'IA, Gemini, que j'utilise d'ailleurs. YouTube. Et donc, en fait, c'est bureautique. Ouais. YouTube, ouais, tout à fait. Donc, ils ont le monopole. Alors, c'est sûr, vous allez me dire, on peut toujours utiliser des alternatives, mais demandez à 5 personnes dans la rue, majoritairement, ils vont vous dire qu'ils utilisent au moins quelque chose de chez Google. Et ça, l'Union européenne, en fait, elle n'aime pas. Et il faut savoir que l'Union européenne, avec la Commission européenne, ils ont mis en place le DMA, qui est le Digital Markets Act. Désolé pour mon accent qui ne fonctionne pas du tout, qui permet en fait de contrôler un peu les géants de la tech. Donc là-dedans, il y a Google, Facebook, Microsoft. Désolé, Sébastien, Amazon aussi, mais qui permet de contrôler par rapport à ce monopole-là et de s'assurer qu'on propose des alternatives aux citoyens européens. Donc ici, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on reproche à Google ? On lui reproche 2 faits. Je reprends mes notes. C'était où ? Donc la première chose, c'est au niveau du moteur de recherche. En fait, Google vous affiche en priorité les résultats de ses propres services. Donc, si vous cherchez par exemple un hôtel à Barcelone, avant même de voir Booking, Expedia ou n'importe quel site indépendant, Google va d'abord afficher son propre comparateur et intégrer ses photos, ses prix, ses filtres. Donc en fait, Google contrôle aussi bien les résultats, mais aussi le service que vous allez avoir. J'aime bien te prendre l'exemple, c'est comme si vous étiez chez Carrefour ou Colruyt ou Lidl et qu'au milieu de l'étagère, donc la première chose que vous voyez, ce ne sont que les produits de la marque du magasin. Mais du coup, on va avoir un problème par rapport. Non, ils sont un peu plus bas. Certains produits, les premiers prix sont un peu plus bas et c'est agencé un peu différemment. Il y a une autre logique derrière, une logique de prix, de mise en avant, etc. Tout à fait. C'est autre chose. Ouais, tout à fait. Oui, de promo, mais voilà, il y a plein de logiques. Mais là, je vous dis, si ces magasins-là n'affichent que leurs propres produits en premier, du coup, la concurrence, elle va pas être d'accord. Tous les autres produits, je vais dire Danone, Kellogg's, Coca-Cola, pour en citer plusieurs, ils vont pas être d'accord parce qu'en fait, ça va toujours être la même chose et vous allez toujours être attiré par la même chose. C'est un peu ce que l'Union européenne reproche. Elle est d'accord que Google affiche ses résultats, mais ça doit être au même niveau que les autres. Ensuite, le deuxième reproche qui est fait à Google, et donc la deuxième amende, c'est le Play Store. Donc le Play Store, c'est l'endroit où vous allez chercher toutes vos applications sur les smartphones Android. Donc aujourd'hui, quand vous achetez une application sur Android, que ce soit un abonnement, des crédits de jeux, un service premium, il faut savoir que Google prélève une commission par rapport à cette transaction-là. Or, l'Europe, elle estime que ça empêche les développeurs de vous rediriger vers d'autres plateformes. D'accord. Donc, c'est-à-dire que si vous décidez d'acheter un abonnement sur une application de fitness parce que vous voulez suivre votre alimentation, vous pouvez l'acheter au travers du Play Store et au travers de Google, mais aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité d'aller sur le site internet de cette application-là pour faire votre transaction. Vous devez l'acheter via le Play Store et en plus, Google prend une commission. Je vais prendre un exemple très concret. Vous achetez un laptop dans un magasin. Vous décidez d'acheter une licence Windows qui va avec ce laptop-là. C'est comme si vous étiez obligé de l'acheter dans ce même magasin-là et qu'en plus de payer la licence, le magasin vous demande en plus une commission pour l'acheter là. Donc, vous payez plus que ce qui est prévu et aussi vous n'avez pas la liberté d'aller acheter votre licence sur Internet ou dans un autre magasin. C'est le principe de la situation dominante sur un marché, quoi. Y a pas, voilà. On laisse pas la porte ouverte à un concurrent éventuel ou autre. C'est pas nouveau parce que Microsoft s'était bien fait avoir il y a plus de
30 ans de ça, presque. Sébastien, dis-moi si je me trompe, sur par exemple le fait qu'ils imposaient leur navigateur dans la suite de Windows, enfin dans le package Windows, il y avait le navigateur, il y avait le client mail aussi, si je ne dis pas de bêtises, sans opportunité, ou en tout cas sans avis qui nous dirigeait vers peut-être à l'époque un autre. Netscape, ça a coûté la vie à Netscape. Tout à fait, ouais. Donc, mais bon, voilà, qu'on revienne avec le même genre de problème aujourd'hui à ce sujet avec Google, je trouve ça quand même dingue. Mais je vais laisser continuer à Annabelle parce que je pense que tu n'avais pas fini. Oui, juste pour la fin, justement, comme tu dis, on revient toujours à ça, et c'est pas normal d'avoir cette position dominante. Alors c'est pour ça qu'en fait l'Union européenne, elle a créé le Digital Market Act, donc qui est applicable depuis 2023, qui en fait empêche ces monopoles-là. Et c'est pour ça que Google a autant d'amendes et a autant d'injonctions en fait pour éviter ce monopole. Alors entendons-nous, 890 millions d'euros, c'est quelque chose pour Google, mais pour la maison mère Alphabet, c'est certainement pas grand-chose, et ils peuvent faire appel. Je pense qu'ils vont le faire parce que justement, on parlait de toutes les amendes qu'il y a déjà eu, ils font chaque fois appel. Ils essayent de faire appel. Pour gagner du temps, faire durer, et que ça soit abandonné. Rien garder les intérêts sur son compte en banque le temps de l'appel, ça vaut déjà quelques dizaines ou centaines de millions. Mais là quand même, on est quand même c'est presque un milliard, hein, quand même. C'est pas totalement anodin. Je sais qu'on parle beaucoup en milliards pour l'instant. Chaque fois qu'il se passe un truc, ça c'est 22 milliards, ça c'est 31 milliards, ça c'est 40. On parle plus en millions. Avant, on parlait en millions, on trouvait ça important. L'inflation. C'est une inflation, c'est terrible. Mais ceci étant dit, alors qu'est-ce que c'est un milliard quand tu vois la fortune de, je sais pas, Elon Musk par exemple ou autre. C'est vrai que c'est un peu particulier. Est-ce qu'il paye et quand est-ce qu'il paye, etc. Ça, ce sera l'épisode 2, Annabelle. C'est ça, j'ai bien compris. Quand l'argent arrive. Ça, je pense que ça peut nous intéresser. Et à quoi sert cet argent ? Parce que les amendes, quand elles arrivent sur le compte de l'Europe, je fais comme Sébastien, hein, je prends sur ses petites jambes. L'amende arrive et vient sur le compte de l'Europe. Qu'est-ce que l'Europe en fait après ? Est-ce que ça tombe dans un pot commun et redistribué aux membres ? Il y a un mec qui ouvre son application le matin, il voit plus 890 millions. Oh, génial. C'est ça. Oui, il reçoit une notice. En fait, il y a un gars, la Banque Centrale Européenne au Luxembourg, qui regarde ça. Oui, c'est ça. Mais lui, il a une app. Donc, il reçoit la notification le dimanche matin. Ting, ah tiens, Google a payé. Bon, allez, on passe à la suite. Ça va être un peu sérieux, je pense, avec la lettre M, M comme missile. On avait dit, c'est pas un jouet pour Noël prochain dont on va parler, Sébastien. On va parler de missiles et de risques qui se présentent. De missiles. Ouais. Et de cloud. Et des clouds aussi en même temps. C'est ça qui. Tu me dis, ça va ensemble. Oui, mais c'est bizarre. Parce que les missiles, quand ils volent, ils sont. Mais ils sont dans le nuage. Ah oui. On continue. Missiles sur ces petites ailes. Enfin bon, bref, on continue. Non, mais si vous êtes directeur informatique, ou vous êtes architecte, vous êtes chef de projet, vous devez penser aux disponibilités pour votre système d'information. Vous faites typiquement un plan de reprise d'activité, un fameux PRA. Et ma question, c'est, est-ce que vous avez prévu la ligne attaque par missile de croisière sur votre liste de risques ? Parce que dans les risques, il y a la panne d'électricité, il y a le tremblement de terre, il y a l'inondation. L'incendie. Et l'incendie, qui est bien d'à propos pour le moment en plus. Mais il n'y a pas, en tout cas jusqu'à cette semaine, il n'y avait pas attaque par missile de croisière. Moi, je ne l'avais pas prévu non plus. C'est ce qui vient de se passer il y a un peu plus d'une semaine. Le 21 juillet, les Iraniens ont revendiqué avoir détruit avec des missiles de croisière les data centers d'Amazon dans la région de Bahreïn, qui s'appelle South 1 dans l'API, qui était la première région historique à être déployée au Moyen-Orient.
Et pourquoi on en parle? C'est pas à cause du pauvre Amazon qui a perdu ses bâtiments et ses data centers, et les clients d'Amazon surtout qui ont plus d'infrastructure. S'ils avaient des applications là, elles fonctionnent plus. Mais c'est la première fois dans l'histoire qu'une infrastructure d'un hyperscaler cloud est physiquement détruite par une attaque militaire volontaire. Oui. Et ça doit vraiment changer la manière dont on pense la résilience, le disaster recovery et même la géopolitique du cloud. Alors je vais pas vous faire toute l'histoire de la guerre, vous savez ce qui se passe depuis le mars, etc. C'est pas la première fois que la région avait été touchée. Le 1er mars, il y avait une attaque de drone qui avait fait des dégâts en structure, sur les murs, des incendies, des pannes de courant. Fin mars, c'était plus sérieux, et là, AWS a dit, si vous avez encore accès à vos données sur cette région-là, migrez ailleurs, qu'on va pas pouvoir réparer facilement. Ça, c'était fin mars. Et là, 21 juillet, pas confirmé par Amazon, silence radio, mais confirmé par le Washington Post, de Bloomberg également. Donc, c'est quand même des sites assez sérieux qui ont fait des analyses d'images satellites qui ont l'air de confirmer qu'effectivement, maintenant, les data centers ont été entièrement détruits. C'est quoi une région dans le cloud, en tout cas dans le cloud d'Amazon? Quand on parle d'une région, on parle pas juste d'un data center, on parle de plusieurs data centers qui sont physiquement séparés de quelques kilomètres, justement pour éviter que 2 data centers soient impactés par le même risque au même moment. S'il y a une inondation et que les 2 data centers sont à 10 km, c'est très peu probable qu'il y ait la même inondation au même moment sur les 2 data centers. Pas comme chez OVH, par exemple. Enfin, je dis ça. Les différents vendeurs de cloud ont différentes conceptions de régions. Donc chez Amazon, c'est au moins 3 data centers ou des containers l'un à côté de l'autre. C'est vrai. Ça pourrait suffire. Soyons honnêtes, ça pourrait suffire. Dont tu faisais allusion tout à fait. Pour l'incendie d'OVH il y a très longtemps. Oui. Et donc, si un drone ou un missile tombe sur un bâtiment, il y en a encore 2. Si l'architecture informatique est bien conçue, ça doit pouvoir continuer à fonctionner parce que tous les services sont répliqués, etc. Mais jusqu'à présent, les clients d'AWS et AWS considèrent qu'on peut construire une application hautement disponible, donc qui soit disponible quasiment 100% du temps, juste sur 3 data centers dans une région. Et là, ce qu'on découvre, non, c'est plus possible. Si vous avez vraiment des applications critiques qui gèrent des transactions, du e-commerce, des paiements, dont votre business dépend, il va falloir commencer à penser multi-régions, ce qui est beaucoup plus compliqué parce que faire des réplicas de données à travers des régions, il y a la latence qui rentre en place, donc on peut pas faire de l'actif-actif, c'est plus difficile ou beaucoup plus cher en tout cas, ou voir du multi-cloud, dire je mets une partie chez Google, une partie chez Microsoft et l'autre chez Amazon, en pensant que les 3 ne vont pas tomber en même temps. Mais donc on a passé avec cet espace-là ou cet événement-là un nouveau cap dans la gestion des risques, la gestion des risques géopolitiques, la gestion des risques de guerre. On pensait que l'infrastructure cloud, ou moi je pensais en tout cas que c'était quelque chose d'acquis, c'est là, voilà, on a une région à Francfort, à Zurich, à Paris, on pense pas que ça va tomber, mais si, parce qu'un drone c'est 50 kilos d'explosifs, ça fait juste des dégâts structurels et un incendie. Un missile c'est 700 kilos d'explosifs et ça détruit le bâtiment. Bien sûr, mais ce sont des risques auxquels on n'est pas, de nouveau, comme je le disais déjà tantôt, on n'est pas câblé pour réfléchir à ce genre de risque. Je faisais une boutade à propos d'OVH par exemple, qui aurait pu imaginer que au niveau des clients, j'entends, je fais confiance à un hébergeur, il sait ce qu'il a à faire, il a fait son analyse des risques, je suppose que mes données sont localisées au bon endroit. On me dit que ce bâtiment est ignifugé, qu'il ne coulera jamais comme le Titanic, et donc j'y crois. Parce que j'ai envie d'y croire et que je paye pas cher en plus. Ce qui est vrai. Et ce qui est vrai jusqu'à ce que un missile tombe. Voilà, c'est tout le principe des assurances. Et donc le message c'est revoyez votre politique de gestion de risque, revoyez vos plans de reprise d'activité. Alors toutes les applications n'ont pas besoin de multi-régions, mais non. Et toutes les applications sont pas déployées nécessairement sur des sites sensibles ou des zones géopolitiques un peu chaudes. Et si vous pilotez le cœur d'un réacteur d'une centrale nucléaire, c'est pas du tout la même chose que si vous avez votre blog post personnel ou le site web d'un podcast, même si j'aime bien avoir mon épisode des technos à jour et à heure, mais le niveau d'attente et les coûts de résilience ne sont pas du tout les mêmes. Oui, mais
si tu reprends l'exemple du podcast ou même du photographe. On va dire le photographe, il fait toute sa mariage, il a bien écouté tout ce qu'on lui a dit et localiser toutes ses photos à la maison, c'est peut-être pas la meilleure solution parce que dégâts des eaux, incendies, vols, tout ça peut se passer. Et il met toutes ses photos dans le cloud. Il va pas mettre le budget qu'on met pour contrôler une centrale nucléaire ou pour contrôler un État ou enfin tu vois. Mais c'est une richesse pour lui. Et si demain ce data center brûle et que par malheur le réplica de son serveur se trouve 2 étages plus haut, 2 étages plus bas et il est aussi endommagé et il perd toutes ses photos, c'est un drame. Quel que soit le prix qu'il ait payé, c'est parce qu'il y avait derrière une promesse. Et voilà, c'est là toute la difficulté. Ici, on est sur un cas particulier où il y a clairement un État qui veut toucher des intérêts, des entreprises américaines, des intérêts américains, et donc ils ont trouvé une cible manifestement. Et voilà, c'est leur conception de la guerre. On doit en prendre acte, tout simplement. C'est un sujet, à mon avis, on n'a pas fini non plus avec celui-là. Il va se passer encore des choses. Je ne sais pas ce que tu en penses, Annabelle, mais là, pour le coup, il va falloir être très attentif à ce genre de news qui passe un peu sous les radars quand on parle au grand public. Oui, parce qu'ils ne se sentent pas du tout concernés. Mais par contre, effectivement, le risque n'est pas le même si c'est nous, personnellement, qu'on met nos photos sur un serveur AWS ou une centrale nucléaire. Par contre, l'aspect expérience client est énorme. Et voilà, nous aussi, on a des données sur les serveurs, nos données privées. Alors, c'est sûr que ça pète. On ne perd pas d'argent. On perd nos photos de famille. Mais ce qu'on a fait, et ça, je pense que c'est un conseil pour tout le monde, c'est il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Oui, tout à fait. Alors, c'est sûr que ça coûte plus cher, mais voilà, on a le serveur à la maison, on a sur un serveur AWS, on a Google Photos. Donc, en fait, c'est dupliqué. On a OVH. OVH aussi, oui. Oui, pourquoi pas. Mais donc, du coup, il ne faut pas s'arrêter, et ce serait un bon conseil que tout hébergeur devrait donner à ses clients. N'hébergez pas que chez nous. C'est un peu contre-intuitif. Mais d'un point de vue marketing, ça passe moins bien. Tiens, tenez, on vous donne la liste de nos concurrents pour le backup du backup. S'il vous plaît, merci. S'il vous plaît, passons à la suite. Ces deux-ci se sont donné le mot. Après des missiles, on parle de l'OTAN. Tu vois ? C'est incroyable. Ça, c'est de la ligne éditoriale. Oui, c'est ça. C'est très cohérent. Annabelle, on parle de l'OTAN parce qu'il y a une stagiaire qui a fauté. On va dire ça comme ça. Espionnage au sein même de l'OTAN. Tu vas nous expliquer ça. C'est ça, oui. Donc, oui, moi, pour les chroniques ici, je suis très institutionnelle. Mais cette fois-ci, je ne parle plus de l'Union européenne, je parle de l'OTAN, qui est en Belgique. Donc, c'est digne d'un film, clairement. Quand Sébastien a parlé de l'AI digne d'un film, là, on est presque dans un film. Donc, ici, on parle d'une stagiaire qui est à l'OTAN. Il faut savoir qu'être en stage dans une institution européenne et internationale, c'est un peu le Graal pour un étudiant. Donc, elle est hyper chanceuse d'être là. Et en fait, elle n'était pas juste là pour arpenter les bureaux, servir le café, elle avait un impact qu'elle pouvait faire. Et moi, quand j'ai vu la news passer samedi qu'une stagiaire de l'OTAN était arrêtée en Belgique pour espionnage, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a encore fait, cette stagiaire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'elle a appuyé sur le mauvais bouton ? Et je me suis souvenu de Cédric au Crédit Agricole qui avait envoyé la notif « Test Cédric ». C'était exceptionnel. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est encore passé ? Ben non, en fait, c'est beaucoup plus grave que ça. Et comme je vous dis, un film. On pourrait être dans une série Netflix. Donc, en fait, on est à Mons. Il y a le SHAPE, qui est le Supreme Headquarters Allied Powers Europe. De nouveau, j'ai un très bon accent anglais. Et Mons, parce que ça, il n'y a pas d'accent. C'est Mons, c'est en Belgique. Voilà. Et voilà. Donc, le SHAPE, c'est juste dans la région de Mons. Voilà, c'est très connu en Belgique. C'est ça. Et alors, c'est le quartier général militaire, en fait, en Europe. Et c'est, pour information, là que c'est vraiment un des lieux les plus sécurisés au monde. Et c'est là où sont préparées les plus grandes opérations militaires, en fait, de l'OTAN. Donc, voilà. Lieu le plus sécurisé au monde.
Du coup, comment une stagiaire peut être arrêtée ? Eh ben, en fait, jeudi passé, le 23 juillet, c'est une stagiaire canadienne d'origine chinoise qui a été arrêtée par la justice belge parce qu'elle est soupçonnée d'espionnage contre un pays tiers. Et donc, l'affaire est tellement sérieuse qu'en fait, il y a eu des perquisitions sur son lieu de travail, donc à Le Temps, à son domicile, et elle a été placée sous mandat d'arrêt, en fait, en Belgique, et ça a été... Et elle est soupçonnée aussi également d'une participation à une organisation criminelle. Donc c'est pas n'importe quoi. Wow. Mais à côté de ça, on a Martin O'Donnell, qui est le porte-parole du SHAPE, qui nous dit quand même que le SHAPE va continuer d'assumer sa responsabilité sans interruption, que tout va bien. Nous l'a sauvée. On ne sait toujours pas ce qu'elle a pris, mais oui, c'est ça. On est sain et sauf. Oui. Et de tous les articles que j'ai lus, on ne sait pas ce qu'elle a pris. En fait, à l'heure actuelle, il y a une enquête judiciaire, donc ils ne veulent pas dire ce qu'elle a pris, ce qu'elle a fauté. Et donc, parce que c'est ça le secret, en fait. Oui, enfin, on ne sait pas trop. Mais par contre, c'est tellement exceptionnel que moi, je me dis, mais on est où, quoi ? On est revenu dans les films d'espionnage, sauf que cette fois-ci, c'est pas avec la valise qui est échangée à la gare. On se retrouve, on a envoyé la stagiaire au Cap Spip. Et il faut savoir que l'espionnage, c'est quand même assez courant à l'OTAN. Il y a déjà eu, en fait, un ancien membre fonctionnaire de l'OTAN, Herman Sim, pour le nommer, qui était un haut responsable estonien chargé de la sécurité de l'information classifiée à l'OTAN, qui en fait était du KGB soviétique et qui pendant plus de 10 ans a envoyé des données à Moscou. Et il a été arrêté en 2008. Donc ça, c'est la plus grosse affaire de l'OTAN. Maintenant, je pense qu'avec la stagiaire, on peut avoir aussi un bon niveau. Et ce qui est assez étonnant, c'est que on parle beaucoup d'espionnage industriel, de technologie, de réseau, de dark web, de hacking. Moi, la meuf, je la voyais comme dans un film de cybercriminalité. Ouais, mais même le mec qui veut coder pour casser ou avoir le code d'un missile, je sais pas trop quoi, et qui ouvre son terminal. Voilà, mode mission impossible, mais en fait, dans son terminal, il est juste mis Hello World, donc rien à voir. C'est ça. Mais en fait, là, non. La fille, elle a apparemment tout fait manuellement. Il n'y a pas eu de grand hack technologique. C'est juste que les fonctionnaires, les employés de l'OTAN ont remarqué un comportement suspicieux de la jeune fille. Et donc, ils en ont averti les responsables département qui ont averti la justice belge et le service des renseignements qui ont confirmé qu'il y avait quelque chose. Enfin, suspicion. On ne peut pas dire que c'est confirmé, qu'il y a une suspicion. Et c'est pour ça qu'il y a eu un mandat d'arrêt. Dernière news d'aujourd'hui, c'est que la jeune fille a fait appel au niveau de la justice belge. Donc, clairement, affaire à suivre. Mais je trouvais ça tellement énorme qu'une simple stagiaire sans grand hacking informatique soit arrêtée et soupçonnée de cybercriminalité, de transmettre des informations à un pays tiers. Voilà, c'est énorme. Et puis, pour un aussi pays que la Belgique... C'est énorme, mais en même temps, c'est tellement simple, parce que je pense que quand on rentre, aussi, que ce soit au siège de l'OTAN, ici à Bruxelles ou au SHAPE, on vous demande pas de laisser, en tout cas pas dans tous les endroits, votre smartphone dans un petit panier, etc. Donc vous gardez quand même cet appareil sur vous. Très facile de faire une photo rapidement de quelque chose qu'on ne devrait pas normalement photographier, de la partager peut-être sur les réseaux sociaux ou sur un groupe WhatsApp ou Telegram ou autre. Le mal est fait, j'ai envie de dire. Et ça, c'est... Alors, ça, tu expliques ça aux espions du KGB époque soviétique dans les années 60, c'est déjà technologiquement très, très, très haut. Voilà, tout est une question d'époque aussi. Juste une petite parenthèse, je vais en faire deux. La première petite parenthèse, c'est qu'il y a une très très bonne série sur les espions et sur les histoires d'espionnage sur le site de Radio France et sur l'application Radio France. Il y a toute une série, je pense qu'il y a des dizaines d'épisodes où il est question d'espionnage et d'espions et d'espionnes, etc. Et c'est passionnant à écouter. Je vous le conseille vraiment. Et la deuxième parenthèse, c'est que dans les liens, puisqu'on vous met toujours toutes nos sources dans l'article, dans les notes de podcast qui vont avec cet épisode 523, et que tu nous as gentiment rappelé ce qu'était le fameux test Cédric, avec un article qui était paru dans Le Monde. C'était au mois de juin 2026. Voilà, je referme la seconde parenthèse. Sébastien, tu voulais rajouter un truc peut-être ?
Ouais, parfois voler de l'information, c'est pas nécessairement des choses extrêmement spectaculaires. C'est pas nécessairement les plans du nouveau missile ou du nouvel avion ou de l'arme atomique, machin. Mais c'est ce qui fait le renseignement. Enfin, moi, je suis pas spécialiste, mais je suis fan de Ken Follett ou de John le Carré. Bah voilà, ouais. Et ces auteurs-là, j'ai lu beaucoup de romans d'espionnage. C'est toujours cette somme de toutes petites choses, oui. de toutes d'indices faibles, de signaux faibles, c'est le mot que je cherchais, qui fait, voilà, toutes ces petites. Des fois, c'est des petites pièces de puzzle. Exactement. Qui partent de différentes personnes et qui, une fois réunies, donnent une information. Et que la personne qui les collecte ne sait pas nécessairement si ça va être utile, si c'est totalement anodin, même. Mais ouais, exactement. Ouais, non, ouais, je t'en prie. Ouais, mais juste pour terminer, justement, comme tu disais, c'est plein de petites choses, mais en fait, on a beau sécuriser au maximum l'OTAN, quand bien même elle aurait déposé son téléphone, avoir un réseau hyper sécurisé, qu'en fait, le maillon faible, ça reste l'humain. Bien sûr. C'est ça. Non. L'humain, même simplement en regardant, elle rentre chez elle, elle écrit sur un papier, il n'y a aucune technologie là-dedans. On sécurise au maximum. On parle de cybercriminalité, de hacking. Oui. Mais là, en fait, il y a presque on le disait encore un papier. Oui, la semaine dernière, on le disait encore qu'en matière de sécurité informatique dans les entreprises, pour les responsables de sécurité, la plus grande angoisse se situe entre la chaise et le clavier. C'est pas tellement les routeurs, les câbles, les ordinateurs, les antivirus, etc. Ça, on paye des sociétés chères et vilains pour que les machines soient clairement équipées et que les serveurs soient très bien équipés, etc. Mais malgré tout, s'il y a quelqu'un qui fait une mauvaise manip ou qui cherche vraiment à faire une mauvaise manip quelque part, il y parviendra tranquillement, ou assez tranquillement. Donc voilà, c'est une bonne leçon que doit tirer l'OTAN, et on sent qu'on est dans un monde quand même où on est un petit peu sous tension. Donc il va falloir mieux choisir les stagiaires dans l'avenir, s'il vous plaît. Merci. S comme tiens un anglicisme. Il fallait que ça colle à la lettre de l'alphabet. Oui, mais si tu nous fais ça, bientôt tu vas sortir du portugais, de l'italien, d'une langue slave, que sais-je. Allez, S comme stateless. Quand on n'a plus d'État, la dernière version de MCP est stateless, et ça change tout pour les devs, paraît-il. C'est ce que tu nous dis. En tout cas, j'ai simplement lu le titre, comme tout le monde, à mon avis, en même temps que moi. Il va falloir que tu expliques. Je vais vous expliquer ça va être bien. Ça va être Alors, MCP, retournez à l'épisode hors série d'avril 2025. Wow. Oui, c'est possible. Non, mais j'ai fait ma recherche avant. Ah, ok. Je sais pas le numéro. Je fais semblant de chercher, mais je l'ai trouvé. Et d'ailleurs, il est dans les notes. Si vous descendez un peu dans votre application de podcast, vous allez retrouver le lien vers cet épisode. MCP, c'est un protocole très important dans le monde de l'IA, qui existe depuis fin 2024, donc il a pas encore 2 ans, mais qui était adopté énormément, mais qui reste assez difficile à adopter à très grande échelle par les entreprises. Et tout ça, ça va changer grâce à une nouvelle version qui vient d'être publiée il y a 2 jours exactement, puisqu'on enregistre le 30 juillet, c'était le 28 juillet. MCP, c'est Model Context Protocol, c'est ce qui permet à un agent IA d'accéder à un outil. Avant, on dit appeler une API. Ça, il y a beaucoup de gens qui comprennent, appeler une fonction à distance. Dans le monde des IA et des agents, on dit pas appeler une API, on dit appeler un outil. Mais on disait que c'était un peu aussi la clé USB de l'IA. Ouais, ça aussi. J'essaye d'éviter cette analogie-là maintenant, parce que je trouve qu'elle est un peu éculée. Elle est pas parfaite. Enfin, moi, j'aime pas. Mais je l'ai dit aussi. Et je l'ai dit, si vous allez écouter l'épisode hors série dont j'ai parlé, vous allez retrouver cette analogie. Au fait, un agent IA, c'est quoi? C'est un programme qui va pas implémenter sa logique lui-même. Il va se reposer sur un cerveau externe qui est le Large Language Model, les fameux Opus, Claude, Anthropic, GPT, machin, etc. Et il va mettre à la disposition de ce cerveau pour fonctionner 2 choses, des données, du contexte. Ça peut être les fichiers sur lesquels vous travaillez, votre boîte mail, les conversations Slack, un document, n'importe quoi.
et des outils, donc des API qui permettent de faire quelque chose. Par exemple, générer une présentation PowerPoint, par exemple, accéder à ma boîte mail. Si je veux que mon IA aille lire mes messages sur Outlook, il faut bien qu'il y ait une API qui permette à mon code d'agent d'aller accéder à Outlook. Au début des agents, je parle il y a 2 ans, je parle de ça comme si c'était la préhistoire, mais c'est il y a 2 ans, oui. Il n'y avait pas de protocole standard pour qu'un agent l'IA puisse accéder à des API, et donc chacun codait son truc dans son coin, et Anthropic est venu avec ce standard MCP qui est un protocole qui permet à n'importe quel agent d'accéder à n'importe quel outil. Si vous avez des API, si vous avez des librairies, si vous avez des services, Outlook, Slack, etc., vous pouvez mettre un serveur MCP devant, ce qui permet à tous les agents de parler avec votre outil et donc d'accéder à vos données qui sont dans cet outil. Ça va, vous me suivez? Oui. Jusqu'à présent, c'est pas très compliqué. Non. Super adopté, projet, des milliers de downloads, des millions de downloads, des millions de downloads pour les différents kits de développement MCP. Il y a 10 ans ou 20 ans, tout le monde devait avoir une API. Maintenant, tout le monde doit avoir un serveur MCP si on veut être dans le coup et dans le vent. Le problème d'MCP, c'est que ça a été conçu pour un agent qui appelle des outils sur mon laptop en local, enfin dans la même machine. Très vite, on s'est dit, c'est pas pratique. Ce serait bien si les serveurs MCP pouvaient être sur un serveur distant, et donc on va les faire parler par un protocole réseau que tout le monde connaît, HTTP. Mais du coup, il y a le problème de l'authentification. Comment on s'assure que j'ai le droit d'appeler, que l'agent va agir en mon nom, c'est ma boîte mail à moi, qu'un MCP mail doit aller lire et pas ta boîte mail à toi. Donc ça a amené des tas d'autres problèmes qu'ils ont progressivement résolus. Mais il en restait toujours un. C'est cette notion d'état. C'est en fait dans un serveur MCP, dans le protocole MCP, il y a le concept de session. Quand un client, un agent veut commencer à parler avec un serveur MCP, il va ouvrir une connexion au serveur MCP, il va dire bonjour, moi je suis le client. Le serveur va dire bonjour, moi je suis le serveur, je suis capable de faire ça. Je reprends l'exemple de mon MCP Outlook. Je suis capable de lister vos mailbox, d'aller lire un mail dans une mailbox, d'envoyer un mail, avec mes petits yeux, etc. et mes petites jambes. Exactement, c'est exactement ça. C'est pas plus compliqué que ça. Et le serveur dit et si vous voulez me parler, continuer à me parler, utilisez ce numéro-là. Donc le serveur génère un numéro de session, 1, 2, 3, et il l'envoie au client, et il s'attend à ce que le client lui renvoie toujours ce 1, 2, 3 pendant la conversation pour que le serveur sache, ah oui, c'est la conversation que j'ai avec celui-là, parce que le serveur, lui, il peut avoir 15 000 agents qui l'appellent en même temps. Marc, tu utilises ton truc, Annabelle, tu utilises ton truc, moi j'utilise mon truc, et donc le serveur doit savoir qui quel que soit le truc d'ailleurs. Qui lui parle. Oui. Et ça, eh bien, patata, boum, c'est l'embardé, comme disait l'autre. C'est un gros problème parce que si on a un serveur sur une machine, ça va. Mais les entreprises, elles déploient des serveurs MCP à l'échelle pour tous leurs employés. Et donc, typiquement, il y a 10 serveurs, 20 serveurs, 100 serveurs avec un load balancer devant. Et à partir du moment où il y a un état, si je peux reparler sérieusement 2 secondes, eh bien, il faut que tous ces serveurs se partagent l'état. C'est-à-dire qu'il faut une base de données commune partagée derrière. Et pensez en termes d'infrastructure, je suis en train de vous parler de 10, 15, 20 serveurs, un load balancer devant, une base de données partagée derrière. On parlait juste avant de résilience sur plusieurs data centers, ce truc-là. Enfin, gérer un état côté serveur, c'est toujours très, très difficile. C'est toujours mieux d'être sans état. Et c'est là le grand changement dans la nouvelle version. Alors, j'ai mis MCP V3. Je crois pas qu'il y a des numéros de version. J'utilise des dates, mais la version 2026-07-28 du protocole, donc la version de juillet 2028, enlève ce système d'état. Et donc maintenant, c'est au client de garder l'état et de le renvoyer à chaque fois. Le serveur ne doit plus le garder de son côté, ce qui va permettre pour les gens qui déploient des serveurs MCP à grande échelle dans les entreprises, ça va vraiment leur changer la vie. Alors il y a d'autres petites améliorations aussi, mais enfin je vais pas faire le tour. Est-ce que ça va vous impacter, vous, Annabelle, Marc, ou vous qui écoutez? Non, si vous utilisez des agents d'IA, Claude Desktop par exemple, ChatGPT, Claude Code, non, vous n'allez pas voir la différence. Pour vous, ça va rien changer. Si vous développez des serveurs MCP, et surtout si vous les déployez, si vous êtes plutôt dans la partie DevOps, infra, et que vous déployez ces agents, c'est pas facile à dire, en entreprise, là, ça va vraiment simplifier votre vie. Et
C'est toujours bien quand l'infrastructure IT se simplifie, parce qu'il y a trop de complexité dans ce monde. Quand tu croises ces gens à la cantine après, t'as autant qu'ils soient de bonne humeur et souriants, quoi. Parce que voilà, surtout si t'as un truc à leur demander, c'est toujours mieux. Voilà. Est-ce que ça va aller maintenant, Annabelle, avec toi MCP? Ouais, ça va. Hein. Parfaitement. On est tranquille. Hein. Au top. Au top. Sur un souci, on appelle Sébastien. Il n'y a pas de souci. Comme toujours, les liens sont dans les notes de podcast. Hein, et c'est important de le dire parce que des fois, on écoute un podcast, on se dit tiens, c'est intéressant, j'ai rien compris, je vais quand même creuser la question. Et là, on est content d'avoir le blog.modelcontextprotocol.io qui est très bien fait. J'étais pas clair ? Si, c'était super clair. Je te charrie. Et évidemment, je te charrie. Il y avait les X-Men. C'était plutôt pas mal encore, c'était de la fiction, etc. Puis il y a le X-Man, Monsieur X, vous le savez, c'est Elon Musk qui appelle tout X, sur une drôle de manie, et qui maintenant s'intéresse à notre portefeuille, au système bancaire. Ceci dit, dans une autre vie, il s'était déjà intéressé au système bancaire, à l'époque de PayPal, hein, je le rappelle, mais il remet le couvert, là, manifestement, Annabelle. Voilà. Pourquoi pas, après tout, remettre le couvert, comme Steve Jobs qui a essayé de lancer son iPhone et iPad par le passé, il a dû les remettre par après, Elon Musk suit cette lancée-là. Donc oui, ici, cette fois-ci, Elon Musk se lance clairement dans le service bancaire, donc aux États-Unis. Alors moi, c'est un sujet qui me touche particulièrement, parce qu'il faut savoir que je travaille au Luxembourg, étonnamment, je travaille dans le service financier et bancaire, dans la transformation digitale, donc quand je vois ça, direct, j'ai les poils qui s'irrissent. Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Et en même temps, je me dis, c'est quoi la prochaine étape? Amazon qui se lance dans l'assurance. Si jamais ça sort, vous l'aurez entendu en premier dans le podcast ici. Voilà. Mais revenons à notre sujet. Donc, Elon Musk qui lance son service financier. Alors, je ne dis plus service bancaire, mais service financier, et ça va tout changer, en fait. Donc, c'est quoi exactement? Sur le réseau social X, donc anciennement Twitter, il a lancé X-Money, qui est intégrée directement dans l'application. Et bien sûr, elle est disponible qu'aux États-Unis et elle sera réservée aux abonnés premium de X. Qu'est-ce qu'ils pourront faire? Envoyer de l'argent à d'autres utilisateurs de X, recevoir de l'argent, effectuer des virements, recevoir leur salaire en dépôt direct, donc depuis leur employeur, sur X-Money, utiliser une carte bancaire Visa qui sera utilisable dans tous les ATM aux États-Unis et effectuer des paiements sans quitter l'application. Et accessoirement, publier aussi des petits messages sur X, bien sûr. Donc, quelle est l'ambition là derrière? En fait, il faut savoir qu'Elon Musk, il veut pas juste utiliser un réseau social, il veut clairement faire une plateforme multifonction, de sorte que tout soit centralisé dans son application et que ça gère tout le quotidien. Et donc, ne pas perdre l'utilisateur. Une précision, donc comme je vous disais, la presse parle beaucoup de services bancaires. Moi, je vais parler de services financiers parce qu'en fait, X-Money, c'est pas une banque comme nous on la connaît, comme il y a Crédit Agricole, BNP, BGL et toutes les banques qu'on connaît, peu importe. Ici, on parle d'un service financier parce qu'en fait, il repose sur l'infrastructure d'une banque partenaire. Là, pour le cas de X-Money, c'est Cross River Bank. Donc, en résumé, X-Money fournit l'interface visuelle, les accès, et Cross River Bank continue à gérer les comptes et l'argent, en fait, du client. Alors, ça peut paraître un détail, mais je trouve que ça change tout, parce que créer une banque, c'est compliqué. Il y a beaucoup de licences, il faut respecter de nombreuses réglementations et répondre à des exigences qui sont très, très strictes en matière de conformité. Mais c'est une première étape pour Elon de tester le service et de tester l'appétit en fait de ses clients et de ses utilisateurs. Alors, quelle est son offre? De nouveau, on est sur un argument qui est très marketing et assez agressif. Donc, les dépôts vont avoir un rendement qui peuvent atteindre 6% en fait de gains. Et les clients peuvent recevoir jusqu'à 3% de cashback sur certains achats qui sont éligibles. Donc, ça fait quand même une bonne rentrée. Mais attention, il faut quand même lire les petites lignes. C'est que pour bénéficier de ces fameux 6% de rendement, il faut déposer minimum $1,000 sur son compte, donc avoir $1,000 qui restent tout le temps, et être premium, ex-premium, et ça coûte $8 par mois. Alors, ça c'est aux États-Unis, on est sur une autre mentalité, une autre culture, mais est-ce que le modèle pourrait arriver en Europe?
Alors la question est très intéressante. Moi, je travaille là-dessus depuis plus de 5 ans, en fait, dans le cadre de la transformation digitale des banques de retail, qu'on appelle ça, donc les banques pour monsieur et madame tout le monde, comme nous. Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que d'un côté, on est face à un legacy technologique qui est vieillissant, qui est très vieux. On a de gros core systèmes, en fait, qu'on ne change pas beaucoup, que les banques ont des fois peur de changer parce que c'est énorme. Et donc, l'innovation peine à venir. Elle vient, elle est faite, mais ça prend énormément de temps parce qu'il y a beaucoup d'enjeux technologiques là derrière. A contrario, en Europe, on a pas mal de fintech qui innovent, qui proposent des services alternatifs. Et puis, on a vu ces dernières années les banques digitales telles que N26 et Revolut. Et même, on a pu voir une innovation au niveau de l'investissement avec Trade Republic. Donc, clairement, ça innove. Maintenant, est-ce qu'on va se retrouver comme X-Money à payer tout au travers de notre outil et notre application X? Je suis pas si sûre. C'était pas l'idée de Mark Zuckerberg aussi à un moment donné? Il avait pas un projet du même genre? Il me semble, si, aussi avec une banque, et ça a fait plouf parce que personne n'a voulu suivre. Peut-être que là il y a un problème d'image aussi de l'application, enfin de l'écosystème qui ne fait pas confiance, enfin qui ne donne pas confiance entre guillemets. Pour beaucoup, la banque c'est encore un truc, c'est une institution, et c'est nos sous. Exactement. Et donc on a besoin d'avoir confiance. Et je trouve que là le travail des néobanques telles que N26 ou Revolut est assez remarquable parce qu'ils ont réussi, je pense, à mettre les gens en confiance. En tout cas, le public qu'ils visaient, ils ont réussi à le mettre en confiance. Mais aller sur X, mettre son argent, quand on connaît le personnage, déjà, enfin, je sais pas, Sébastien, ce que t'en penses, mais est-ce que tu irais mettre tes économies ou te faire toucher ton salaire mirobolant? Non. sur X, c'est quand même très étonnant. Non, mais je le fais sur des néobanques. Moi, j'utilise Revolut et mon salaire arrive sur Revolut. C'était pas possible avant. Enfin, c'était compliqué de se faire payer son salaire parce que Revolut ou N26, ils sont en Allemagne, je pense. Alors N26, ils sont en Allemagne. Revolut, ils sont en UK, mais pour leur pied dans l'Europe, ils sont en Lituanie. Ils ont des succursales dans différents pays. Et donc, en France, ils offrent un service, il y a une succurale française, ils offrent des IBAN avec un FR quelque chose, qui fait que c'est accepté par la plupart des fournisseurs. Il y en a encore qui râlent quand on leur dit que c'est Revolut, mais sinon globalement ça passe. Il y a aussi les néobanques des banques traditionnelles. En France, il y a Hello Bank qui appartient à BNP Paribas. Donc, c'est tout le sérieux ou la confiance de BNP Paribas, mais avec une interface simple, ludique presque, comme Revolut. Mais les banques traditionnelles ont du mal à se faire, quoi. Quand je vois quelles difficultés j'ai avec certaines banques, je vais pas les nommer, mais des logos rouges et noirs, pour sortir de l'argent parce qu'il y a des montants maximum relativement bas, etc., et qu'il faut envoyer un mail à son conseiller qui nous demande d'envoyer un papier. Alors, il m'a pas dit par fax, mais presque. Voilà, un télégramme, envoyez-moi un télégramme. On est en 2026, quoi. Il faut se réveiller. Alors, je sais qu'elles ont un legacy, qu'elles ont de la compliance, qu'elles ont de la conformité, qu'elles sont... Moi aussi, j'ai travaillé à Luxembourg dans les banques, je connais. Mais l'expérience utilisateur est à revoir profondément. Mais par contre, pour revenir juste à l'expérience utilisateur, c'est que il y a quelque chose d'hyper important. Donc moi, j'ai fait énormément d'études justement sur les clients, qu'est-ce qu'ils veulent ou pourquoi ils choisissent une néobanque ou pourquoi ils choisissent de rester dans une banque comme on connaît toujours. Et il s'avère que pour des opérations courantes de tous les jours, telles que avoir son salaire, payer son sandwich sur le temps de midi, une banque digitale convient très bien. Mais quand on est sur des questions de choix d'assurance, prêt hypothécaire, prêt pour l'achat d'une voiture, conseil sur l'investissement, oui, pardon, et même conseil autour de la préparation de sa pension, le facteur humain est clé. Et aujourd'hui, les banques digitales ne se sont pas encore positionnées sur ce marché-là parce que justement, ils savent que l'humain est clé. Et moi, de toutes les enquêtes que j'ai faites, c'est toujours ce qui revient. On veut avoir un agent en face de soi
Ouais, pour c'est ce que j'allais dire par rapport à ces néobanques, c'est justement là où ils ont gagné en flexibilité, en rapidité, ouvrir un compte, que ce soit, enfin je fais aucune publicité, hein, sur une de ces banques, c'est d'une simplicité, c'est rapide, c'est instantané, c'est tout ce qu'on veut, pas besoin de se déplacer, d'apprendre rendez-vous à un guichet et des choses du genre. Par contre, il n'y a aucun humain, enfin il y a aucun rapport humain. Je veux dire, on ne peut pas écrire à son banquier N26 ou Revolut pour les prendre en rendez-vous parce que je voudrais bien discuter, parce que j'ai pas envie de discuter de ça sur Internet, s'il vous plaît, monsieur ou madame. Voilà, on en est là, et c'est parce que c'est peut-être une ancienne façon de voir, hein. C'est comme nos parents, quoi. C'est nos sous, quoi. Voilà, on touche à un truc vraiment sensible. Seb, ma stratégie, c'est de les diversifier pour diminuer le risque. Aussi, oui. Toutes celles que j'ai citées, quand j'habitais en UK, à Londres, j'avais Monzo aussi, qui elle n'est pas disponible en Europe, mais qui est très très bien. Revolut, N26, je les avais cités, c'est les deux plus grandes en Europe. Hello Bank en France, je sais pas s'ils sont disponibles en Belgique, je pense pas. Non. Il y a eu un moment Hello Bank en Belgique. Hello Bank, oui, Hello Bank, c'est disponible en Belgique. Ça existe toujours, oui. J'étais au lancement de ce produit. Donc et donc les diversifier, ne pas tout même, comme on disait dans les data centers, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Même si on faisait ça avec des banques traditionnelles, avec des néobanques, je ne le fais pas. La différence aussi, c'est qu'en Belgique, je ne sais pas si c'est le cas au Luxembourg ou en France, mais nos sous sont garantis, enfin une certaine partie de nos économies sont garanties par l'État aussi. Hein, donc oui. Voilà. Alors en Europe, c'est jusqu'à 100 000 euros pour enfin je parle sous ton contrôle, t'es plus dans le milieu bancaire que moi maintenant, Annabelle, mais les placements sont garantis contre les risques de défaillance de la banque jusqu'à 100 000 euros. Et donc N26 et Revolut, pour parler d'eux, respectent ces obligations-là. Ils sont sous les autorités de certification. En France, c'est l'ARCAM ou je sais pas quoi qui est le gendarme des banques en France. La filiale Revolut française est soumise aux mêmes obligations que les banques traditionnelles. On a un peu dévié. Même européenne, la BCE, je pense. La Banque Centrale Européenne. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Comme je disais, on a un peu dévié. Mais c'est pas grave. Le sujet est passionnant. Un de ces sujets qu'on n'aurait peut-être pas abordé si Annabelle ne nous avait pas rejoint, par exemple. Et c'est le cas de tous nos nouveaux chroniqueurs. Ils sont là aussi pour amener du sang neuf, de nouveaux centres d'intérêt, de nouvelles opinions également. Et ça, c'est ce qu'on apprécie particulièrement. Merci pour cette première, Annabelle. On va te retrouver tout au long de la saison 13, à partir du mois de septembre. Tout comme Pierre, qu'on a découvert la semaine dernière. On va continuer à te découvrir au fil des épisodes auxquels tu participeras prochainement. Donc, d'autres chroniqueurs sont à venir, d'autres nouveaux chroniqueurs. Dans 2 semaines, par exemple, vous découvrirez quelqu'un d'autre. Je ne dis pas qui parce que j'ai oublié. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode 523. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à le commenter également, ça nous fera grand plaisir et on se dit à très bientôt. Salut. Si tu es encore là, c'est que ça te plaît. Alors pense à t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée pour ne rien rater de nos prochains épisodes. Pour toutes les infos, les liens et l'abonnement à notre infolettre, rendez-vous sur lestechno.be.